chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, était en visite à Bruxelles le 17 juillet 2015, où il a rencontré les représentants de la Commission européenne pour un plaidoyer d'une forte assistance au processus électoral. Ancien Premier ministre de 2004 à 2006 sous le régime politique de Lansana Conté, candidat malheureux au second tour de l'élection présidentielle de 2010, Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, était en visite à Bruxelles le 17 juillet 2015, où il a rencontré les représentants de la Commission européenne pour un plaidoyer d'un appui au processus électoral. À 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre 2015, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée évoque les grandes manœuvres du pouvoir en place qui n'augurent pas d'un scrutin présidentiel futur, libre, transparent et démocratique. Le financement de l'élection présidentielle, l'audit du fichier électoral, le programme politique de son parti sont au cœur de cet entretien mené par Ghislain Zobillo. Votre pays, la Guinée, a été durement frappé par la maladie à virus Ebola, tout comme la Sierra Leone et le Mali. Bien que tardivement, la communauté internationale a réagi et vous a apporté une aide conséquente. Malgré quelques cas de cette maladie encore recensés ces dernières semaines, peut-on dire que la grande crise est derrière nous? Oui, écoutez, on n'a pas pu éradiquer jusqu'à maintenant la maladie. Il y a eu beaucoup de progrès, il faut le reconnaître, grâce à l'appui de la communauté internationale. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a encore des cas qui se découvrent tous les jours et c'est vraiment déplorable. Je pense que la propagation de la maladie était le résultat de 2 facteurs. D'abord, les gens n'étaient pas préparés à l'avènement de cette maladie chez nous. Et ensuite, il y a eu du côté du gouvernement un peu de laxisme. Les autorités étaient beaucoup préoccupés par l'image de la Guinée comme destination des investissements et des touristes, si bien qu'ils n'ont pas voulu que cette maladie ne soit vraiment assumée publiquement dans le pays. Bon, mais lorsque la communauté internationale a pris conscience des risques et des menaces qu'elle constituait, naturellement, des dispositions ont été prises et il y a eu des progrès. Mais jusqu'à présent, nous n'arrivons pas, nous, à l'éradiquer. Nous espérons pouvoir y arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Vous êtes à Bruxelles et vous avez pu rencontrer les représentants de la Commission européenne. Quel était l'objet de cette visite? Je suis venu rencontrer les autorités de la Commission pour attirer leur attention sur la situation qui prévaut actuellement dans notre pays. Il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas organiser des élections transparentes, mais plutôt une mascarade électorale pour déclarer le président sortant vainqueur. Et nous avons attiré leur attention sur les risques que constituerait une telle attitude de la part du gouvernement. Nous voulons participer à des élections, mais nous souhaitons que la souveraineté du peuple soit respectée et que les Guinéens choisissent librement leurs dirigeants comme le prévoient les dispositions de la Constitution et des autres lois de la République. Malheureusement, ça ne semble pas être la volonté de M. Alpha Condé qui tient à rester au pouvoir à tout prix. Et déjà, il y a eu beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'anomalies qui ont été artificiellement créées pour faire perdre à ces élections justement leur transparence. Il y a eu d'abord le refus obstiné du gouvernement d'organiser les élections communales parce que le RPG, le parti présidentiel, s'est emparé de toutes les collectivités locales en violation des dispositions légales. Et d'abord, ils ont dissous beaucoup de conseils communaux pour mettre en place des délégations spéciales. Après, une campagne d'intimidation a été déclenchée pour obliger les autres élus à rejoindre les rangs du parti présidentiel, si bien qu'aujourd'hui, les 304 communes rurales, les 38 communes urbaines sont toutes dirigées par des gens du parti présidentiel. Et ces élus remplacés ou inféodés au pouvoir vont tous se mobiliser. Ils sont près de 40 000 dans le pays pour faire la campagne du parti présidentiel et ils participent en tant qu'acteurs institutionnels aussi à l'organisation du scrutin, ce qui constituerait un handicap sérieux pour l'opposition et qui pourrait affecter naturellement la transparence et l'équité des élections. À 3 mois de l'élection présidentielle, les conditions sont-elles réunies au niveau de la composition de la CENI, au niveau du fichier électoral, du dispositif technique, pour un scrutin présidentiel fiable, transparent et démocratique?
Non, le gouvernement, justement, n'a pas cherché à rassurer. Il a plutôt inquiété l'opposition dans la mesure où ils ont profité de cette révision de la liste électorale pour faire enrôler dans les fiefs de M. Alpha Condé des enfants de 7 ans, beaucoup de jeunes mineurs qui étaient loin d'atteindre l'âge de la majorité, l'âge requis pour être enrôlés. Et ça s'est fait de manière flagrante. Vous avez des preuves pour appuyer? Non, il y a beaucoup de preuves. Non, ils ne se sont pas cachés pour le faire. Ils sont sortis, les enfants des écoles primaires, pour les conduire vers les commissions administratives de recensement. Et c'est massivement que ces mineurs ont été recensés dans le fief du président sortant. Si bien qu'ils pensent pouvoir gagner pratiquement avec les électeurs, seulement les électeurs de son fief, ce qui n'est pas juste. Les preuves existent. On a fait constater ça même par des huissiers. Il y a les photos, il y a tout et tout, il y a des films. D'ailleurs, une de nos députées de l'opposition qui est allée constater ça sur le terrain et prendre des photos a été séquestrée et malmenée par les autorités administratives, le préfet, le gouverneur, qui l'ont obligée à effacer toutes les photos qu'elle avait prises, des photos d'enfants qui étaient en train de se faire enrôler. D'autres voix de l'opposition s'élèvent pour dénoncer le déséquilibre au niveau de la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Quel est votre constat? La recomposition ou la restructuration de la CENI faisait partie des revendications de l'opposition. Naturellement, le gouvernement refuse qu'on procède à cette recomposition, alors que la crédibilité de la CENI repose sur la parité. C'est-à-dire que la mouvance doit avoir un nombre de commissaires égal à celui de l'opposition. Mais il se trouve aujourd'hui qu'après les élections législatives et suite à la recomposition politique, beaucoup ont changé de camp parce qu'il y a des alliances politiques. Et aujourd'hui, la CENI n'est pas paritaire dans sa composition. Vous avez sur 25 commissaires, il y a une vingtaine qui pratiquement émargent auprès du parti au pouvoir, et l'opposition ne disposerait que de 5 députés qui encore revendiquent être de l'opposition. Revenons un instant sur votre visite ici à Bruxelles. Que vous ont promis vos interlocuteurs vis-à-vis de vos doléances? Non, nous avons souhaité que l'Union européenne s'implique davantage. C'est une garantie pour veiller à la transparence des élections. La CENI, naturellement, c'est bien connu, elle a beaucoup de carences. Au plan technique, une mission d'observation électorale dépêchée par l'Union européenne en 2013 lors des élections législatives avait constaté que la CENI avait de très faibles capacités d'organiser une élection transparente. Donc il y a le déficit de compétences, mais il y a aussi le déficit de moralité et d'impartialité, de neutralité par rapport aux acteurs politiques. S'il y a une forte présence d'experts internationaux comme ceux de l'Union européenne qui étaient passés en 2013, il y a des chances que certaines anomalies, certaines irrégularités artificiellement créées ne soient pas là. Mais lorsque cette CENI telle qu'elle est seulement, sans assistance technique, elle n'est pas à même d'organiser une élection transparente. Alors, 55 millions d'euros, c'est les chiffres annoncés par l'Assemblée nationale pour financer l'organisation de cette élection présidentielle. Où va-t-on trouver cet argent? Je pense que les partenaires sont disposés à accompagner la Guinée financièrement, mais il faut rappeler que M. Alpha Condé avait décliné l'offre de l'Union européenne de financer les élections parce qu'il voulait organiser ces élections, cette mascarade électorale sans témoin. Bon, finalement, il a accepté que l'Union européenne participe au financement de ces élections avec naturellement tout ce qui peut accompagner ce financement, une assistance technique, une mission d'observation électorale pour s'assurer que les règles et les principes démocratiques sont respectés. Maintenant, il y a d'autres partenaires, la France, les États-Unis, qui sont aussi disposés à accompagner la Guinée dans l'organisation de ce scrutin.
Le peuple guinéen aspire à un changement et n'a plus envie de vivre la situation de 2010 avec une forme de stigmatisation de la campagne électorale lors du second tour dont on se rappelle, la discrimination au niveau des postes d'administration dont vous dénonciez depuis 2011, la paix et la réconciliation attendues n'ont pas été mis en place. Dans quel climat allons-nous vivre l'élection présidentielle de 2015 ? Écoutez, M. Alpha Condé continue de tribaliser le débat. Il continue de stigmatiser des communautés, à diviser les Guinéens en tribus, en ethnies, en régions, malheureusement. Au lieu d'engager une politique crédible de réconciliation, il continue de diviser les Guinéens sur ce critère-là. Et malheureusement, la réconciliation n'a pas été au rendez-vous. Tout le monde se souvient, en 2010, la campagne au deuxième tour en particulier a été fortement tribalisée et l'ethnie a été l'instrument justement de campagne. Aujourd'hui, la stigmatisation et les exclusions continuent dans la gestion du pays. Il faut être vraiment du RPG pour avoir ses droits, exercer pleinement ses droits de citoyen. L'administration centrale, l'administration territoriale, les choix sont faits sur des bases politiques et sur des bases ethniques. Il y a beaucoup de citoyens guinéens dont les carrières ont été brisées parce qu'ils n'étaient pas du RPG. Il y a une exclusion des autres lorsqu'ils n'appartiennent pas au parti présidentiel. Et ça constitue actuellement un risque majeur d'affrontement qui menace aussi la paix et l'unité de la nation. Quels sont les grands axes de votre programme politique sur lesquels beaucoup de citoyens peuvent se retrouver et qui peut faire de vous un potentiel challenger, sinon le principal challenger à cette élection présidentielle? Dans mon programme, d'abord, il faut instaurer l'état de droit dans notre pays. L'état de droit, la démocratie, la protection des droits humains, c'est fondamental. C'est toute chose que Alpha Condé n'a pas pu ou n'a pas voulu faire. L'UFDG est convaincu que la Guinée ne se sortira pas de la misère et de l'insécurité dans laquelle elle se trouve aujourd'hui si on n'instaure pas l'état de droit, si on ne met pas un terme à la corruption et à l'impunité, si l'administration continue d'être laxiste et partisane, la Guinée ne peut pas avancer. Et donc l'UFDG souhaite instaurer l'état de droit, améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption, assurer l'égalité des citoyens devant la loi et promouvoir une fraternité entre les fils du pays de manière à mettre un terme à ces divisions sur la base ethnique et même sur la base politique, parce que c'est l'instrument de travail de M. Alpha Condé, hélas, et l'UFDG veut corriger ça. En accédant au pouvoir, nous sommes convaincus que nous allons changer complètement la situation, restaurer la confiance entre les Guinéens, assurer leur sécurité, la sécurité juridique, la sécurité physique, la sécurité de leurs biens, la sécurité des contrats, et puis faire en sorte que les richesses, les immenses potentialités économiques dont le pays est doté soient exploitées dans l'intérêt de tous les fils et de toutes les filles du pays. Je vous remercie beaucoup. Merci.